Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Salut tout le monde et bienvenue pour cette deuxième partie de la rétro trilogie Weber, Depardieu, Richard. Et cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet avec La Chèvre. Donc en 1981, Weber a une idée de scénario qui sied bien à Alain Poiret, le producteur avec qui il a déjà bossé sur Le Grand Blond et qui intéresse fortement les studios Gaumont. Il pense alors à Lino Ventura pour le rôle du détective privé Campana. Celui-ci accepte avant de se rétracter, il hésite. Weber n'abandonne pas et lui propose Pierre Richard. Finalement, Ventura ne sera pas de l'aventure. En effet, son cachet était estimé déjà trop important par la production, et puis l'immense acteur craignait un peu ce rôle de trouble-fête qui fait l'imbécile autour de lui, comme il l'avait déjà étrenné dans L'Emmerdeur, et comme le craignait Gabin face à De Funès. La crainte, sans doute, de passer au second plan. C'est donc Pierre Richard qui proposa alors Depardieu. Moi? Oui, toi. Et tout le monde est partant. C'est le feu vert, l'équipe s'envole pour le Mexique, et le tournage peut commencer. L'intrigue commence à Paris. Mary Benz, jouée par Corinne Charby, vous la connaissez pas? Bon, elle a pas fait grand chose, hein, c'est vrai, mais elle a chanté ça quand même. Donc Mary Benz, fille d'un grand PDG, Alexandre Benz, joué par feu Michel Robin, disparaît. Ce dernier fait alors appel à un détective privé, Campana, pour la retrouver. Hélas, plus d'un mois après sa disparition, il n'a aucune piste. Et pour cause, hein, la petite Benz est une énorme poissarde, et le commun des mortels ne peut la retrouver. C'est alors que le psy de l'entreprise, Meyer, joué par André Valardi, car oui, en 1980, une entreprise avait un psy, donc le psy propose une solution complètement farfelue. Ce que je vais vous proposer va vous paraître absurde, monsieur le président. Faire appel à François Perrin de la Compta, non pas pour ses qualités d'enquêteur, mais pour son côté poissard. On n'est qu'un malchanceux qui va glisser sur les mêmes pots de banane qu'elle, se prendre les pieds dans les mêmes tapis, peut éventuellement retrouver sa trajectoire. Et effectivement, c'est un très gros poissard. Campana n'est pas du tout d'accord avec cette idée, mais il finit par céder. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sinon, il n'y a pas de film. Et puis très vite, il va être confronté à la malchance de Perrin qui s'est fait monter le bourrichon par Meyer. L'enquête lui est confiée et il se prend vraiment au jeu jusqu'à la fameuse scène du caddie dans l'aéroport, mythique. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là 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 là. Cela étant, la poisse de Perrin va les détourner de leur itinéraire et Campana va tester la malchance de Perrin avec une salière. Alors finalement... Je peux vous prendre une salière, monsieur? Bien sûr. Finalement, elle a pris 1 franc, mais alors quel cirque. Et c'est là qu'il commence un peu à y croire. Au fur et à mesure des situations cocasses qui se déroulent, nos deux héros vont remonter la piste de la petite Benz jusqu'à Juan Harbal, son ravisseur qui se fera tuer et tiendra pour dernière parole que la petite Benz ne lui apportait que des emmerdes. Que des emmerdes. Je le savais. Au fin fond de la jungle, ils retrouveront la petite Benz et le film se terminera par un happy end. À sa sortie, le film marche bien, très bien même, super bien, c'est le plus gros succès de l'année, avec plus de 7 millions d'entrées. Ça le met devant Roxy Rookie, Indiana Jones et Le Professionnel. Et c'est le deuxième plus gros succès de Weber après Le Dîner de Cons. Pour fêter le millionième de spectateurs du film, le trio était invité par Patrick Sabatier et ils avaient préparé le gag de la chaise, qui se casse. Hélas, ça n'a pas marché comme ils voulaient. Je vous en prie, vous êtes comme chez vous, on a préparé les chaises. Vous savez, vous alliez venir plus... N'importe laquelle. 6 le... 100 millième spectateur de la chaîne, mais la chaise était censée se casser, elle s'est pas cassée, on a raté notre coup. À mon avis... Voilà, la chèvre. Alors La Chèvre est sans doute l'une des meilleures comédies françaises. Pour moi d'ailleurs, c'est même la meilleure. Et c'est la comédie qui joue le mieux l'opposition entre les deux personnages associés. Perrin, c'est le maladroit irrationnel, mais ce n'est pas un imbécile. Il est même très intelligent. Naïf, mais intelligent. Campana, c'est le sérieux cartésien. Il est organisé, préparé, c'est un pro.
Et forcément, il voit très mal l'arrivée d'un Perrin à côté de la plaque, et dont la présence repose sur une théorie fumeuse de la chance. Perrin, c'est le gars qui va tout bouleverser, mais c'est cette aptitude qui va justifier son recrutement pour retrouver la petite Benz. Dans ce film, Weber ne nous demande pas de nous identifier à Richard, nous on est Depardieu. On est le spectateur sceptique, rationnel. Et comme Campana, on va progressivement croire, nous aussi, à cette histoire farfelue de malchance. Campana passe par plusieurs stades, incrédule, Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Des gugus comme ça, j'en ai rencontré des tas. Ils n'ont jamais retrouvé personne. puis agacé, Ah, commencez pas à m'emmerder avec ces conneries, vous, hein? puis inquiet, Moi? Oui, toi. et puis au moment où son cartésianisme s'essouffle, il va se faire contaminer par la malchance de son interlocuteur. Alors pas longtemps, hein, il va reprendre les commandes, mais il va croire à tout ce délire. Du coup, la malchance ne s'acharne pas que sur Perrin, et c'est pour cela que l'intrigue est imprévisible et rythmée. À plusieurs reprises, Pierre Richard expliquera que durant le tournage, dans la vie réelle, les rôles étaient inversés. C'est à Depardieu qu'arrivaient toutes les saloperies qu'on peut avoir au Mexique, et pas à lui. Je me suis beaucoup amusé parce que vous avez vu tous les malheurs qui m'arrivent dans le film. En fait, c'est à lui qu'il arrivait tous les malheurs au Mexique. Vous savez, toutes ces saloperies qu'on attrape en mangeant, je ne me lancerai pas dans les détails, la cuisine mexicaine, toutes ces saloperies qu'on attrape en marchant pieds nus, les scorpions. Enfin, il a eu tous les malheurs du monde sur ce film et j'étais miraculeusement protégé pendant le tournage. Je tiens à le dire parce que le calvaire était pour lui, pas pour moi. Le récit est monté autour d'une ironie dramatique, c'est-à-dire une information que nous avons en tant que spectateur, mais que ne possède pas l'un des protagonistes, à savoir la raison pour laquelle Perrin est recruté. Lui ne le sait pas. Et c'est ce qui va donner son nom au film. D'ailleurs, plutôt que de vous le dire, je vais demander à Francis. Alors Francis, pourquoi la chèvre? La chèvre, c'est en général l'appât, c'est-à-dire ce qu'on accroche pour les chasseurs à un arbre, par exemple, pour attirer le fauve, le lion ou le loup. Et le chasseur, lui, se planque derrière l'arbre pour tirer sur le fauve. En l'occurrence, la chèvre, c'est Pierre Richard dans le film. Bien, merci Francis. Donc pour Weber, la chèvre est un appât, et ici c'est un appât pour attirer la malchance, et forcément, un appât, cela ne connaît pas son sort. Et on attend le moment où Perrin va découvrir cela, ce qui sera propice à d'autres gags. Côté technique, comme je le disais dans la première partie, le style est basique. Weber use de chant contre chant dans les dialogues, utilise la technique du hors-champ pour surprendre le spectateur, ce qui marche très bien dans la scène du petit déjeuner. On ne voit pas l'action du gag, on voit le résultat. Le réalisateur alterne les techniques simples pour raconter son histoire, centrée autour du duo comique. Du début à la fin, on rit au rythme de la relation Richard Depardieu, qui sont quasiment ensemble tout le temps. On les quitte assez peu, je le précise car vous allez voir que pour les films suivants, ce ne sera pas le cas. Et mine de rien, il utilise aussi une technique très prisée dans le cinéma pour surprendre le spectateur, le principe du setup payoff. C'est-à-dire qu'il prépare ses rebondissements de manière cohérente. Par exemple, quand au début du film la petite Ben se mange la porte de l'aéroport qu'on découvre de manière anecdotique, Weber prépare simplement un rebondissement permettant à nos deux protagonistes de retrouver la piste lorsque Perrin se prendra lui aussi la porte. Incident qui n'est jamais arrivé selon le technicien de l'aéroport. Le système électronique d'une porte qui se bloque, c'est la première fois que je... Ça va mieux? L'intelligence de Weber, c'est aussi de monter son récit crescendo, de ne pas partir de suite dans le burlesque irréel. Au début, les gags sont purement visuels, Perrin qui se trompe de chaise, qui se prend la porte, mais progressivement, cela devient de plus en plus fantaisiste et voulu pour souligner le côté irrationnel de la malchance. Le point culminant, c'est le gorille qui sort de nulle part et qui enlève Perrin. C'est pas une erreur de Weber, hein. Weber c'est un perfectionniste. Il sait qu'il n'y a pas de gorille dans cette région du monde. Comme nous, on sait qu'il n'y a pas de sable mouvant quelques minutes avant, mais les lois de la nature, à la présence de Perrin, se mettent en mouvement pour l'emmener là où il doit aller, même si c'est de plus en plus farfelu. Et ça se finit de façon très poétique, où les deux malchanceux se retrouvent sous l'œil attendri de Campana. Une belle scène qui vient boucler le film avec un dernier gag, bien ami. La chèvre est un film à succession de gags, et malgré tout, ils sont au service de l'histoire. Chaque gag, à quelques exceptions près, est calculé pour faire avancer le récit. Les héros ont une piste, grâce à un gag, ils avancent, tombent sur un os, reprennent la piste, grâce à un autre gag, et ceci jusqu'à la fin. En fait, je crois bien qu'il n'y a aucun gag de trop. Prenez un autre film mythique, comme Les Bronzés ou sa suite, Les Bronzés font du ski. On a aussi une succession de gags, mais aucun ne fait évoluer l'intrigue. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'histoire globale, sauf pour Les Bronzés font du ski, dans la deuxième partie. Mais le rythme des gags retombe. Dans La Chèvre, c'est rythmé jusqu'au bout. Cela ne prend pas de pause, et il n'y a pas d'essoufflement dans les gags.
Mais pour que cela fonctionne, le duo doit être parfait, et il l'est. Et même si je pense que Ventura aurait très bien pu remplacer Depardieu, le rôle de Perrin n'était fait que pour Richard. Et quand il dit qu'il faut être adroit pour être maladroit, c'est vrai. Richard maîtrise l'aspect naturel du jeu de la maladresse. L'exemple de la chaise est parfait pour le démontrer. Il tombe, il est discret car il est gêné face à son boss, et il se relève. Point final. Sobre, mais efficace. Idem pour la scène des sables mouvants. Il reste impassible et calme. C'est excellent. Ce qui n'est pas le cas de Martin Short dans le remake américain, et vous allez voir pourquoi c'est si important. Donc en 1991, les Américains souhaitent reprendre la trame du film et l'adapter aux États-Unis. La réalisation est alors confiée à Nadia Tass, dont la filmographie tient sur un post-it. Ouais. Bon, c'est écrit en tout petit, hein, mais ça tient sur un post-it. Hein. Bon, pour porter le film, Universal Pictures fait appel à deux valeurs sûres de l'époque, l'acteur humoriste Martin Short, qui s'était révélé dans l'excellent film L'aventure intérieure de Joe Dante, en 1987, et Danny Glover, qui sortait des années 80, avec à son tableau de chasse Witness, La couleur pourpre, et surtout L'Arme fatale. D'ailleurs, le film a joué sur ce côté Arme fatale, hein, en reprenant la silhouette des deux acteurs, Danny Glover et Mel Gibson, mais en faisant apparaître Martin Short à la place de Martin Riggs, le personnage de Gibson. Marrant. Bon, on change un peu les noms, Perrin devient Proctor, Campana devient Campanella, et la chèvre devient Pure Luck, traduit en France par Danger public, ce qui n'a rien à voir. Sans doute qu'il réservait déjà The Goat à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. On va pas choisir de camp, vous pouvez même rajouter Mbappé ou Haaland, comme ça, pas de jaloux. Cela étant, ce n'est pas la première adaptation de la trilogie, puisque Les Fugitifs avaient déjà été adaptés aux États-Unis par Francis Weber lui-même, et il y avait déjà Martin Short, mais ça, j'en reparlerai. Alors franchement, c'est pas terrible, et je le dis pas du tout par chauvinisme. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, le film n'apporte rien, n'y allez pas pour découvrir un truc, c'est du copier-coller à quelques exceptions près. Zéro prise de risque, aucune innovation, on est habitué avec les remakes américains, cela dit. Quant au duo, je voyais mal Danny Glover pour jouer les gros durs, comme Depardieu, et c'est toujours pas le cas, j'avais déjà du mal avec lui dans Predator 2, mais bon, bref. Il fait l'effort, il est sérieux, mais ça marche pas. Enfin, ça marche mieux que Martin Short qui en fait beaucoup trop. Martin Short est un humoriste qui base son jeu sur les grimaces, c'est un peu le Jackie Chan américain. Sauf qu'il sait pas se battre, et franchement, il a pas ce côté maladroit naturel de Pierre Richard. Il s'en tire pas trop mal, mais quand vous avez vu La Chèvre, ça ne peut pas prendre, et ça ne prend pas. Reprenons l'exemple de la chaise. Souvenez-vous, Pierre Richard, c'était simple, discret. Le gag est vite évacué. On s'attarde pas. On sent la gêne, on sourit en silence. Côté remake, on reste longtemps, la caméra se fixe sur Martin Short, les pieds en l'air, il passe pour un bonnet en ramassant le pied de la chaise, c'est trop long. On n'avait pas besoin d'en faire autant, le gag est trop appuyé et ça devient lourd. En revanche, je salue un détail de la version américaine, l'équivalent de Meyer, qui casse le pied de la chaise, alors que dans la version française, Meyer croise un homme de la maintenance qui emporte une chaise cassée pour la réparer. Ce qui tombe pile poil au bon moment. C'est un détail, mais parfois Weber tombe un peu trop dans ce genre de facilité scénaristique. Si j'avais dû choisir, j'aurais peut-être préféré prendre Gene Wilder, voire Richard Pryor, pour le rôle de Perrin et De Niro en Campana. De Niro qui fout des coups de boule, c'est pas mal quand même, mais bon, il est un peu petit. Film pas terrible pour nous, déception pour Weber qui était consultant, mais la légende raconte que c'est durant le tournage que l'auteur français a eu l'idée du film Le Placard, lorsqu'il fut témoin du politiquement correct à l'américaine. Alors très clairement, le film n'a aucun intérêt, du moins pour nous. Aux États-Unis, il se classera 63e du box-office, avec 22 millions de dollars, alors qu'il est sorti au début du mois d'août. C'est bien, mais pas top. En tous les cas, il n'a pas perdu d'argent et c'est le plus important. C'est ainsi que finit cette seconde vidéo, je vous donne rendez-vous pour la troisième où j'aborderai les compères. En attendant, prenez soin de vous.